Nassourdine Imavov est au Kill Cliff actuellement et tu l'y as accompagné quelques jours. Première question, pourquoi avoir choisi le Kill Cliff? Alors, je suis resté une semaine au Kill Cliff. Euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons, hein. Il y avait l'opportunité pour Nassour d'aller dans plein de salles aux États-Unis. Je pense qu'il y a trois raisons principales qui ont fait qu'il a été au Kill Cliff. La première, c'est que Henri Hooft, qui est le Head créateur du coach. Kill Ouais. Cliff, qui est un grand entraîneur de pieds-points, qui était notamment avec les Black Zillian avant, Ouais. Tyrone Spong, etc., etc., avait invité Nassourdine à passer. Donc déjà, tu sais que quand tu es invité dans une team, toujours t'es mieux reçu et c'est souvent des bonnes conditions pour travailler. Donc la première raison, c'est on a été invité là-bas. La deuxième raison, c'est que c'est à Miami. Donc il y a une proximité en termes de distance qui est quand même beaucoup plus facile en termes de distance, de décalage horaire par rapport à toutes les salles de la côte ouest, par exemple, sur lequel il y a non seulement plus de distance, mais aussi plus de décalage horaire quand tu y vas, et donc plus de décalage horaire quand tu reviens aussi. Et puis la troisième raison, c'est des sparring à 84 kilos de qualité. Donc on a Rodriguez, Mhm. son prénom m'échappe, mais Chris, tu vas Grégory. l'avoir. Ouais, Grégory Rodriguez, qui est, tu sais combien il est classé? Je crois qu'il est pas mal dans la catégorie actuellement. Tac, tac, tac. 20e ou dans ces eaux-là, quoi. Je crois que il est Ouais, autour écoute, de j'ai ça. regardé sur notre classement parce que je crois que classement UFC, il sera peut-être pas dans le top 15. Euh, Ah, moi je l'ai dans le top 15 chez nous. Bah chez nous, il est 12e égalité avec Jack Hermanson. Bah voilà. Donc sparring de qualité à 84 kilos. On a Brendan Allen que Nassour a affronté à l'UFC Paris. Ah tiens, On a j'aurais une question là-dessus alors. ouais, on a Phil Hawes que Ouais, Nassourdine avait affronté. majority, ouais. Et puis on est aux États-Unis, on est sur du très haut niveau. Donc ce qu'il faut capter, c'est que Nassourdine c'est un petit 84 kilos. Mhm. Là-bas, il y a des gros 77 kilos et au final, entre les gros 77 kilos et les petits 84 kilos, il y a une différence de poids qui est pas énorme, de poids et de physique. On a vu les sparring avec Shafkat, on a vu sur des Ouais, vidéos ou des photos de sparring et on voyait que la différence de poids, elle n'était pas énorme, autour de 5 kilos probablement. La différence de taille autour de quelques centimètres. Et donc, c'est des sparring qui même peuvent être intéressants pour les 77 kilos, avec ouais. les 77 kilos. D'autant Donc, plus que je sais que c'est proximité, encore. Vas-y. invitation, proximité et puis sparring de qualité. Hmm. Et j'allais dire par rapport au poids, bon, il y a des rumeurs comme quoi le prochain c'est Adesanya. Adesanya n'est pas non plus en gros cutter, donc si c'est ça le prochain, ben on est dans les mêmes eaux. Petite question pour rebondir sur Brendan Allen et du coup aussi sur Phil Hawes. Je suis toujours intrigué sur la relation que peuvent entretenir deux athlètes qui se sont affrontés et Mhm. justement dans un cadre où ils deviennent sparring partners ou partenaires d'entraînement, que ce soit temporaire ou ad vitam par la suite. Comment s'est établi le premier contact entre Nassour et Brendan sur place? Alors moi j'étais pas là, mais a priori ils ont rétabli le contact avec un petit sparring. Ok. C'est comme ça, c'est comme ça qu'ils ont rétabli le contact. Parce que moi quand j'étais là, Brendan Allen n'était pas beaucoup là. Par contre il y avait Phil Hawes qui était présent. Les jours où j'étais là, ils n'ont pas eu l'occasion de tourner ensemble. Hmm. Mais ça aurait pu se faire, mais juste Nassourdine était un peu plus impliqué dans la préparation de Shafkat, donc il faisait plus de sparring avec Shafkat. Et puis quand il y a eu l'occasion de tourner avec Phil Hawes il était un peu en fin de sparring, donc il était un peu fatigué. Euh, donc, donc voilà, ça s'était remis pour plus tard. Mais ouais, non, c'est sûr que Philos, moi je l'ai vu tourner, c'est un super combattant, c'est un super sparring partner. Là-bas, ce qu'en disent ses partenaires d'entraînement, c'est que à la salle, en tout cas, c'est peut-être le meilleur 84 kilos à l'entraînement. Tu vois, en Mhm. combat, c'est toujours différent, mais en tout cas à l'entraînement, c'est probablement le meilleur 84 kilos de la salle. Et donc, moi, je l'ai regardé, j'ai vu ses qualités athlétiques, j'ai vu ses qualités de timing en boxe, j'ai vu ses qualités de lutte. J'étais très impressionné par Phil Hawes. Je savais qu'il était fort, hein, forcément, mais je dois te confier que j'étais impressionné et que, ouais, je pense que ils vont faire des sparring très intéressants avec Nassourdine. C'est toujours intéressant de voir qu'il y a pas mal d'athlètes qui ont ce genre de réputation à la salle et qui n'arrivent pas à délivrer à hauteur de leur réel niveau en combat. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Je pense que l'exemple de Georges Saint-Pierre, c'est pas Mike Pyle. Il arrêtait pas de dire lui c'était de loin le meilleur avec lequel il avait Mhm. jamais tourné. Et le gars a jamais percé. Bon, il a fait UFC, mais il a jamais réellement
percer. Petite question aussi, quand on rencontre un combattant qu'on a déjà affronté, bon, il y a toujours cette probabilité de se réaffronter dans le futur, mais est-ce qu'il y a cette discussion sur qu'est-ce que tu avais préparé pour le combat contre moi, de sorte à un peu avoir des indicateurs sur voilà, si tu t'es préparé de cette manière, c'est que tu avais vu ça comme chemin de victoire, et ça peut être intéressant dans une progression. Est-ce qu'il y a ce genre de Très, très. discussion? Ouais, non, j'ai pas eu cette discussion avec Philos. Encore une fois, tu vois, on a échangé en fin de sparring. Mhm. Moi, je l'avais invité pour tourner avec Nassourdine. C'était en fin de sparring, du coup, ça s'est pas fait. Et après, sur le sparring d'après, quand je l'ai vu, il tournait, donc je l'ai observé parce que je trouvais ça super intéressant. Mais je suis pas resté suffisamment longtemps pour vraiment échanger avec lui. Tu vois, mais c'est un Ok. truc que j'aurais aimé faire. À l'époque, j'avais préparé un mec qui affrontait Gary Tonon au One FC. Ouais. Et plus tard, j'ai rencontré Gary Tonon. J'étais tourné avec eux à Austin, avec la B-team de Danaher. Et donc j'avais rencontré Gary Tonon et je lui avais expliqué que j'avais coaché, que j'avais préparé ce mec-là contre lui. Et j'avais trouvé ça intéressant. En fait, Gary Tonon, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait fait comme s'il il venait prendre single leg. Mhm. Et à partir de la single leg, il s'était jeté sur le dos pour venir travailler sur la clé de talon. Et j'avais trouvé ça super smart parce que nous, on s'était vraiment très bien préparé sur la défense de lutte. Mhm. Et lui m'avait dit, écoute, j'avais regardé ses combats, je savais qu'il était fort sur la défense de lutte. Et je me suis dit, si jamais sur la défense de lutte, je sens que c'est compliqué, bah de la single leg, je vais me jeter sur la clé de talon. Donc on avait eu cette discussion avec Gary et c'était intéressant, ouais. Et après, j'ai déjà eu cette discussion en France, tu vois, par exemple, avec il y avait Johnny, dont Alex Tekena est l'élève, et je l'avais affronté Johnny avec Yoni, qui avait Oui, affronté juste. Alex. Et juste après en fait, 2 jours après, on était au championnat du monde ensemble avec Johnny. On avait déjà travaillé ensemble, on se connaît depuis très longtemps, mais on en avait profité pour échanger sur les stratégies de combat et quels étaient les risques pour lui, quels étaient les risques pour moi, etc., etc. Donc ces discussions qui sont intéressantes, ouais, entre coach et athlète, c'est toujours des discussions très intéressantes. Ouais, je pense que parce que quand on analyse ses propres combattants, il y a toujours un genre de biais. Un biais, On effectivement. le connaît bien, donc on est peut-être aveugle sur certains éléments, et je pense que ça peut être intéressant justement d'échanger avec quelqu'un qui a fait une vraie analyse, pas comme nous où on est un peu macro, mais quelqu'un qui a dû justement analyser pour gagner pour son élève. Je pense que c'est là où on peut avoir peut-être le plus de valeur et un côté intègre et réaliste. Je Euh, trouve que pour limiter ce biais oui, qu'on a avec nos combattants, il faut au maximum les analyser sur ce qu'ils font en combat et pas oui. sur ce que tu vois à l'entraînement. Moi, ça a été ma façon dans le temps de minimiser le biais parce que, comme tu dis, bah, j'avais des athlètes sur lesquels j'analysais ce qu'ils faisaient à l'entraînement et donc je me disais, bah ouais, par rapport à ce que tu fais contre lui, en combat, ça devrait Mm. passer crème. Et puis finalement, en combat, c'est différent. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire, mais non, en fait, il faut analyser ce qu'ils font en combat. Et de là, déjà, tu as un diagnostic de ton combattant qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus réaliste que le diagnostic que tu as sur ce que tu vois à la salle au quotidien. Tout à fait. Mais comme on l'a dit, il y a certains combattants qui sont meilleurs à l'entraînement, et puis il y a aussi d'autres combattants qui sont pas si forts que ça à l'entraînement, et puis qui vont performer en combat parce que voilà, ils sont galvanisés ou peu importe. Et à la limite, les deux diagnostics peuvent être intéressants parce que si ce que tu vois en combat, c'est ce que tu vois à l'entraînement, alors tu peux prendre la combinaison des deux. S'il y a une différence entre les deux, tu dois peut-être justement analyser pourquoi il y a un gap. Surtout s'il est moins fort en combat qu'à l'entraînement, c'est peut-être d'ordre mental, et alors il y a un axe d'amélioration là-dessus. Donc toi, tu étais sur place. Moi, je suis un peu intrigué sur, toi, tu es le coach de Nassourdine. Tu vas sur place où il y a déjà des coachs, il y a déjà une structure, il y a déjà une programmation. Euh, Comment se transforme ton rôle sur place? Déjà, ce qui est super intéressant, et c'est un truc que tu observes de manière générale dans la vie, c'est que quand tu as affaire à des experts, à des gens qui travaillent avec le haut niveau, qui travaillent bien, qui sont confiants, bah déjà, il y a un dialogue qui s'instaure qui est facile. Tu Ok. vois, j'ai été sur place et les mecs... alors, premièrement, un constat, c'est que quand tu vas sur place, bah, Nassourdine, de la même façon que nous, on regarde ces équipes-là. Je rappelle Killcliff, c'est une équipe dans laquelle il y a les trois noms que j'ai cités, mais il y a Michael Chandler, il y a Kamaru Usman, il y a Michael Burns. Johnson, il y a
des combattants du Bellator, du PFL qui sont finalistes. Il y a un mec qui a battu Andrew Ruiz en boxe anglaise. Enfin, tu vois, il y a vraiment le tatami. Il est fait de gens qui sont globalement des finalistes ou des vainqueurs de tournois PFL, Bellator ou des top UFC. C'est vraiment du très haut niveau. Et donc, tu peux te dire, oui, on vient avec Nassourdine, bah, on va être un pion parmi d'autres. Non, tu viens avec Nassourdine, il y a une grande appréciation, il y a un grand respect. Et tu vois, et quand je disais aux gens, début décembre, Nassourdine, il va rentrer en France. Euh, Vraiment, les gars, ce qu'ils disaient, c'est, bah, il va nous manquer, quand est-ce qu'il revient, etc., etc. Donc, de la même façon qu'on les apprécie, ils apprécient énormément la présence de Nassourdine sur place. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, bah, comme je te disais, quand tu as affaire à des gens qui ont travaillé avec le gratin et qui ont confiance dans ce qu'ils font, bah, il y a une ouverture dans le dialogue qui est extrêmement appréciable. C'est-à-dire que quand j'ai été voir la préparation physique, euh, je fais un pas en arrière et je réponds à ta question. Quand j'ai été sur place, mon but, c'était déjà de voir ce qui se passait sur place. Parce que tu peux pas guider un athlète à distance si tu sais pas comment ça se passe sur place. Donc, mon premier objectif, c'était de voir, comprendre, analyser les points forts, les points faibles et vers quoi on doit s'orienter pour nous progresser par rapport à Nassourdine, par rapport à son jeu, par rapport à ses qualités, etc., etc. Donc ça, c'était ma première volonté, la première chose que je devais faire là-bas. Et puis après, une fois que j'avais pris ces infos, c'était essayer de guider Nassourdine en lui disant, écoute, je pense que tel et tel sparring partner, ils sont bons pour toi. Je pense que tel et tel cours, ils sont bons. Je pense que sur ce cours, c'est bien, mais essaye de rester plutôt sur les thèmes que toi, tu travailles et ta façon d'aborder, ou sur tel cours, voilà. C'était ça un petit peu l'idée. Et puis, quand je suis arrivé, donc par exemple, la préparation physique, le premier jour, j'ai fait le cours de grappling. J'ai participé avec tout le monde. Et puis ensuite, parce que parfois, faut ressentir aussi, tu vois, faut être sur le tatami, il faut sentir. Donc, quand j'ai pu, bah, j'ai mis les mains dans le cambouis, j'ai fait avec eux. Et puis, il y a des moments, pour observer, tu peux pas faire et observer en même temps. Donc, si tu veux, le premier cours, grappling, j'ai fait avec eux. Le lundi, il y avait MMA drill, MMA wrestling drill, MMA drill, j'ai fait. Et puis le mardi, c'était sparring. Le sparring, boum, je me suis mis de côté. Et là, j'ai vraiment pu observer comment faisait Nassourdine. Donc, j'ai pris des sensations et j'ai observé. Mais quand j'ai été voir la préparation physique, par exemple, le mec, il m'a tout dit, ce qu'il faisait, sans aucune notion de secret. Tu vois, il avait envie de discuter avec moi. C'était une discussion. C'était pas seulement tiens, je te montre ce qu'on fait. C'était tiens, je te montre ce qu'on fait. Tu me dis ce que toi tu fais. Tu me dis comment toi tu fonctionnes. Je te dis moi comment je fonctionne. Les points forts, les points faibles. Ah ouais, on se recoupe là-dessus. Ah ouais, c'est super intéressant. Ah, tu fais ça et pourquoi tu fais ça? Et on échange et on échange et on échange. Et c'était ça a été la même chose avec Henri Hooft, qui m'a expliqué le fonctionnement de son gym, le fonctionnement financier, le fonctionnement en termes d'entraînement, qui m'invitait à prendre des photos, à filmer si j'en avais envie, à partager ma vision de la préparation, à partager etc., etc. Et par exemple, sur des sparring qui ont pu être faits là-bas, par exemple entre Nassourdine et Shafkat, dans la cage, bah moi j'avais mon rôle de coach pour Nassourdine. Lui, par exemple, il coachait de l'autre côté Shafkat, et j'intervenais comme si j'étais à la maison. Honnêtement, ils m'ont accueilli comme si j'étais à la maison. Et vraiment, que ce soit de la part d'Henri Hooft ou que ce soit de la part des autres coachs, en fait, tous les coachs globalement, c'est des mecs qui ont combattu à l'UFC, pas forcément qu'on fait les plus grandes carrières, mais certaines il y a Robbie Lawler par exemple, il y a un mec qui a fait genre une vingtaine de combats à l'UFC, qui a perdu contre des grands noms, mais tu vois, une vingtaine de combats. Globalement, les coachs sont d'anciens combattants UFC, avec plus ou moins des gros palmarès, mais d'anciens combattants UFC. Et j'ai été accueilli de la même façon par tous les coachs, que par le head coach, que par le préparateur physique. Donc c'était très bien reçu et vraiment dans l'échange et dans le respect. Toujours important. J'ai l'impression que les experts, une des définitions, c'est ceux qui se rendent compte ou qui sont conscients qu'il y a toujours matière à apprendre, peu importe de qui presque. Et donc, quand tu vas dans une salle comme ça où il y a une énorme expérience, un énorme niveau qui n'est plus à prouver, tu vas tomber sur des gens qui seront ouverts à ton écoute, surtout qu'en plus tu viens avec une crédibilité puisque tu es le coach de Nassourdine. Donc,
à la fois je suis surpris et à la fois je suis pas surpris de ta réponse parce que une telle ouverture d'esprit c'est peut-être choquant, mais de l'autre côté ça rentre dans ma définition de ce qu'est un expert, c'est quelqu'un qui est ouvert à apprendre constamment parce que si tu t'ouvres justement aux choses, tu vas apprendre des nouvelles choses tous les jours. Et par rapport à ça, qu'est-ce que toi tu as est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris en faisant ce mini camp que tu peux reprendre chez toi? Est-ce que ce soit sur l'état d'esprit, sur une technique, une façon de donner le cours ou un concept, une méthode, je sais pas. C'est beaucoup de confirmation. En réalité, c'est beaucoup de confirmation. Euh, la première, faut comprendre le fonctionnement d'une salle comme ça. C'est pas une salle qui a formé ces gens-là. C'est une salle dans laquelle se réunissent, un peu à l'image du MMA Factory à l'époque, même s'il y avait le côté formateur au Factory aussi. Mais sur le tapis pro, il y avait beaucoup de gens, notamment au début du MMA Factory, qui étaient des gens qui étaient forts et qui sont réunis sur un tapis de façon à progresser avec un niveau d'opposition qui était similaire, avec du haut niveau. Euh, Kill Cliff, c'est un peu ça. C'est beaucoup de gens qui sont déjà forts et qui veulent un environnement dans lequel ils peuvent progresser parce que il y a un grand nombre de cours et il y a la possibilité, la facilité d'enchaîner les cours, d'enchaîner la préparation physique et éventuellement même d'enchaîner la récupération. Donc ça, Hmm. c'est la première des choses. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on a? On a des entraînements biquotidiens. On a 2 cours par jour. 10 heures le matin, premier cours, 16 heures, le deuxième cours. On a des cours dans lesquels moi, c'est ce que je fais déjà, donc ça me choque pas, mais c'est intéressant de confirmer ce qu'on fait. On a Hmm. des cours dans lesquels il n'y a pas d'échauffement où tu cours, où tu fais des sauts de grenouille, où tu fais des roues, il y a des cours où, quand ça commence par de la technique, et la technique, elle est faite à deux. Globalement, la technique, c'est des drills. Tu vois, par exemple, tu arrives au cours de MMA drill, tu mets les gants, et puis tu fais 1-2 avec ton partenaire. 1-1-2, Mhm. 1-2. Ensuite, lui, il fait 1-1-2, 1-2. Vous Directement êtes le chacun à votre spécifique. tour. Exactement. Et donc, troisième chose, c'est, tu as des cours dans lesquels on passe directement à l'action. Dans ces cours-là, où on passe directement à l'action, euh, on est tout de suite mis en situation avec un partenaire. Le cours n'est pas trop long. Il dure 1 heure et quart, mais il y Hmm. a 2 cours par jour, donc ça va. Ouais. Et là où je dirais que c'est un peu là où c'est un peu différent de la France, et notamment un peu différent de moi comment j'entraîne. Là où j'entraîne et comment j'entraîne, c'est dur. C'est-à-dire que il y a de l'intensité, il y a des frappes dures, etc., etc. C'est des cours qui sont fatigants. J'ai l'impression que là-bas, alors attention, hein, ça transpire, c'est dur, ça se donne, etc. Mais finalement, on laisse une marge de manœuvre, on laisse une liberté sur l'intensité du sparring MMA, sur lequel finalement 70-80% on est bien, tu vois. Ok. Ceux qui veulent pousser un peu plus, les gars, vous pouvez, mais on n'est pas dans une démarche de d'aller trop fort. Encore une fois, en vrai, il y a déjà des gens très forts. Il y a déjà des gens qui ont une grosse expérience de combat. Il y a déjà des gens dont tu sais que l'aspect mental, ça fonctionne parce qu'ils ont déjà gagné plein de trucs avant. Donc en vrai, on n'a pas forcément besoin de les tester là-dessus. Ce qu'on a besoin, c'est qu'ils aient un gros volume d'entraînement, qu'ils soient capables de venir souvent, qu'ils se blessent pas et qu'ils aient suffisamment de situations pour pouvoir progresser sur les situations dans lesquelles ils se retrouvent en combat. Hmm. Et donc, quand tu comprends ça, bah, tu comprends que on te pousse, mais pas trop. La préparation physique, c'est pas une préparation physique qui est individualisée. C'est là où j'allais en Ok. venir. La différence entre eux et nous, t'as plein de pépites. T'as beaucoup moins besoin d'individualiser quand t'as plein de pépites, parce que finalement, les meilleurs vont, quoi qu'il arrive, progresser, trouver les solutions et s'en sortir. Mhm. Que comme nous, euh, où t'as quelques pépites, t'as 1, 2 pépites, bah, l'orange, tu veux la presser à 100%, tu veux tirer Ouais, ouais. vraiment le meilleur de l'orange. Eux, peut-être que finalement, il reste un peu de jus dans l'orange parce que ils ont tellement d'orange à presser qu'ils vont faire quoi qu'il arrive, ils vont remplir une grosse bouteille, tu vois. Donc eux, ils sont pas obligés de presser jusqu'au bout. Nous, en France, je pense qu'on a une capacité d'individualisation euh, qui est énorme Ouais. parce que on travaille déjà avec moins d'athlètes et parce que on a moins d'athlètes qui sont à très haut niveau. Et donc,
Je pense qu'un point fort qu'on a par rapport à eux, c'est ça, cette capacité à énormément personnaliser. Je pense qu'un point fort qu'ils ont par rapport à nous, c'est le niveau d'opposition auquel ils ont à faire face dans les sparring MMA. Sparring MMA. Attention. Je pense qu'en lutte pure, on a des gens qui sont plus forts que la plupart des gens qui sont là-bas. Je pense qu'en sol pur, on n'a vraiment pas à rougir de notre niveau au sol par rapport à ce qu'il y a là-bas. Je pense qu'en pied-point, on a vraiment pas à rougir. Non, vraiment pas là. Ouais. Dans les bons clubs, on va être au-dessus. Mais par contre, sur le MMA, ils ont des niveaux de MMA qui sont supérieurs. Et si je dois rajouter encore une différence avec nous, là où nous, tu as des cours qui sont 50-60% striking et 30% lutte, eux, tu as de la lutte à chaque cours. Chaque cours, tu as de la lutte. Et c'est marrant parce que MMA drill, donc ça commence avec un peu de striking, puis striking lutte, puis cage, puis cage sol. Puis en fait, quand tu réfléchis bien, le striking, on a fait 2 enchaînements de striking. Et puis après, tout le reste, en fait, c'était de la transition boxe-lutte, puis du catch control, puis du catch sol. Le soir, tu as wrestling drills. Donc cette fois-ci, c'est encore lutte. Le lendemain, tu as MMA, donc forcément, ça lutte aussi. Le lendemain soir, tu as... Et en fait, tu regardes, la semaine défile, et tu as l'impression que tous les cours... parce que il y a toujours de la lutte. T'as grappling. Grappling, c'est quoi? En fait, c'est on fait de la lutte et du sol. Ouais. Et en fait, tu as énormément de lutte. La lutte est 100% intégrée dans chacun de leurs 100% intégrée dans tous les cours, t'as de la lutte. C'est simple, dans tous les cours, t'as de la lutte. Maintenant, il y a des approches sur lesquelles, sur des visions du sol, sur des visions du truc, sur lesquelles, moi, j'aurais dit, j'aurais pas travaillé ça. Tu vois, j'aurais dit un jujigatame à partir de la garde fermée, par exemple. C'est ce qu'on a fait dans le premier cours qu'on a fait. C'est pas que c'est pas utile, mais si je regarde les stats de l'UFC... Ouais, c'est contextuel. Si tu vas la sortir s'il reste 30 secondes dans le round, par exemple. Et je regarde sur les stats UFC combien on a de soumissions par juge à partir de la garde fermée, je me dis, alors je suis là une semaine, je peux pas dire, tu vois, mais je me dis, je préfère largement bosser un étranglement arrière, que ce soit sur l'attaque ou la défense, parce que le pourcentage d'attaque et de défense dessus, il est énorme, et c'est un game changer dans le combat, que un jujigatame de la garde fermée sur lequel même Kron Gracie qui a gagné la DCC avec 4 combats, 4 victoires par soumission, son jujigatame, il le passe pas en MMA. Et il est facile à contrer, tu vois, et c'est pas trop dur de faire en sorte. Il faut pas un super haut niveau de JGB pour faire en sorte qu'il puisse pas te le placer, tu vois. Donc, il y a des trucs sur lesquels je dis, waouh, en France, je pense que sur l'entraînement, on est très fort. Je pense qu'on a des très bons coachs en France. Je pense que là où on va pêcher en France, c'est le triptyque technique, physique, mental. Il y a encore beaucoup de coachs en France qui sont uniquement sur le technique. Tu vois, c'est ça. Ouais. La solution de tous les problèmes, c'est toujours une solution technique. Et en fait, moi, c'est un peu comme ça que je reconnais que ma vision du coaching de haut niveau, tu vois. Je prends l'exemple quand je discute avec Jean Endoy du NR Fight. J'adore discuter avec lui. Et très souvent, très vite, on va se retrouver parce que il va parler de rythme, il va parler de volume, il va parler de distance, il va parler d'angle. Et ça, c'est des trucs qui me parlent à mort, tu vois, plutôt que la technique, le jab. Ouais, mais le jab, si t'es pas à bonne distance, si t'as pas le bon timing, si t'as pas tu vois, ton jab, ton bras, il peut aller très très vite, il sert à rien. Mais quand tu mets la distance, quand tu mets le volume, le jab, il devient super utile. Et je trouve que quand tu parles coaching de haut niveau, je prends un exemple. Je discutais avec Aldric et il me dit, je sais plus de quel combat on discutait. Et il me dit, quand je préparais ce combat, la première question que je me suis posée, c'est quel est le sparring partner que je vais choisir pour ça? Et tu connais Aldric. Ouais. C'est un fou furieux de tout le circuit européen. Il connaît tous les noms. Le mec qui a fait un combat en Norvège il y a 2 ans, il le connaît. Et donc, en plus, lui, il a la capacité de dire, putain, sur le circuit européen, il y a ce mec-là qui est trop fort. Pour ce truc-là, je vais le prendre. Ça, pour moi, ça, c'est du coaching de haut niveau. Parce que le mec, il est capable d'identifier quel est le meilleur sparring partner. Donc, ça veut dire quel est le meilleur élément pour créer la situation proche du combat et qui va nous permettre d'analyser nos failles sur le combat
et de mettre en place les situations qui nous font progresser, etc., etc. Et là, pour moi, on est dans du coaching de haut niveau. Donc, pour rebondir et pour finir là-dessus, très intéressant, très simple au final. Tu vois, préparation physique de groupe, 2 fois 45 minutes par semaine, plutôt basé sur de l'explosivité. Tu veux faire les tests physiques, le mec c'est un doctorant, donc il a en fait son vrai job c'est d'enseigner aux étudiants de l'université qui est à côté. Donc Ok. quand tu as besoin, tu as accès au labo de l'université, il te fait faire les tests Incroyable. physiques comme on a fait avec Nas. Tu as les infos. Pour autant, la préparation physique, elle n'est pas personnalisée, elle est de Mhm. groupe. Mais les athlètes sont déjà, en fait, ils ont déjà tu vois, ils ont ce potentiel génétique, musculaire, d'explosivité, etc., qui fait qu'ils sont déjà dans le top quoi qu'il arrive. Euh, ce niveau-là leur permet d'être un peu plus explosif. C'est pas mal basé sur l'explosivité, donc un peu plus explosif, pas forcément plus fort, un petit peu plus fort peut-être. C'est pas optimisé, mais ça permet d'avoir un travail de groupe, peu de blessures, peu de fatigue et une progression sur le temps et sur la durée. Et globalement, un peu tout est keep it simple. Tu vois, Ouais. on fait des choses simples qui fonctionnent, mais on le fait de façon à ce que euh, tout au long de l'année, tu puisses le faire et donc tu puisses avoir un gros volume d'entraînement et donc que tu aies l'occasion de progresser au travers des différents sparring partners. Et si je devais te dire un dernier truc qui m'a marqué, en fait, encore une fois, avec cette expertise et avec ce niveau de, tu vois, Henry Hooft, par exemple, quand il est revenu le lundi, ben, il revenait du combat avec Michael Chandler. Ouais. Tu vois, donc, nous, quand il y a un Français, imaginons Benoît Saint-Denis aurait affronté Charles Oliveira. Pour nous, ça aurait été un des plus gros combats de l'histoire du MMA français. Ouais. Donc, il y aurait une pression sur Benoît Saint-Denis, sur son coach, sur la team. Il y aurait une pression française, une pression médiatique qui aurait été énorme. Pour eux, C'était un finalement, mardi. c'est un lundi comme les Ouais, autres, ouais. un samedi comme les autres. Il avait fait ça. 2 semaines après, il allait partir avec Shafkat pour Las Vegas pour affronter Yann Gary. Et donc finalement, les semaines se suivent et se ressemblent. Et ça provoque un truc qui est, il n'y a pas beaucoup de pression finalement sur le combattant qui va fighter. Tu vois, parce que en fait, des événements comme ça, il y en a plein. Donc on va pas te mettre une pression de ouf. Nous-mêmes, on est coach, on n'est pas stressé. Toi, Mm. en tant que combattant, t'as pas besoin de spécialement stresser parce que on connaît la route, on connaît l'UFC, on sait qu'il y a des victoires, on sait qu'il y a des défaites, on sait que c'est un chemin, on sait que si tu es prêt, tu vas gagner, on sait que si tu es moins prêt, tu vas peut-être perdre, et finalement, on stresse pas énormément sur le truc parce que, encore une fois, on a beaucoup de monde. Il n'y a pas, il y a pas de pression supplémentaire Non, grâce à cette expérience à haut niveau. exactement. Mm. Et il y a un élément sur lequel je voulais rebondir, c'est vraiment cet élément de quantité-qualité. Je sais plus c'est quel expert qui dit ça, mais c'est dans un autre domaine, je crois que c'est dans la nutrition. Il n'y a pas de solution parfaite, il y a que des trade-offs. Il explique comme ça. Et ça, c'est typiquement ça. La qualité a ses défauts et ses bienfaits, au même titre que la quantité a ses qualités et ses inconvénients. Donc là, si tu as une grosse quantité, forcément c'est plus difficile de personnaliser, d'individualiser, mais de l'autre côté, tu as un accès plus large à des sparring partners et ce genre de choses, et à une expérience et une connaissance. La liste s'allonge, et de l'autre côté, comme en France, tu as moins d'athlètes élites et beaucoup de coachs élites, ce qui signifie que les coachs élites peuvent avoir un plus gros focus, plus de temps à consacrer à ces élites, donc il y a plus d'individualisation, ce qui est plus optimal. Et de l'autre côté, quand tu cherches des connaissances, de l'expérience chez d'autres combattants ou simplement beaucoup de sparring partners, tu dois presque faire appel à Aldric pour aller dire tiens, on combat contre lui, est-ce que tu as une idée de quelqu'un que je peux aller chercher en Europe pour venir? Alors que quand tu es au Kill Cliff, c'est tu combats contre lui? Ah bon, on en a 3 dans la salle. C'est intéressant. Et alors j'ai aussi un peu souri parce que tu parlais de le fait de te rassurer quand tu voyages en tant que coach pour te dire ah ben voilà, si je fais comme ça et que Kill Cliff fait comme ça me rassure aussi. Et là quand tu parlais des discussions avec Jean Endoy, il y a une vidéo qui va sortir d'un des stages que j'ai donné et c'est exactement ça sur le timing, la distance, les angles, c'est aussi comme ça que j'explique le pied-point à des novices. Question plus large maintenant. Qu'est-ce qu'un athlète a à gagner à faire des camps ponctuels en dehors de son équipe? Bah nous, la première des choses, c'est que en France, pour l'instant, Nassourdine, il a pas une salle. Tu vois, il y a un camp qui se crée autour de lui.
mais qui demandent beaucoup de participation. C'est-à-dire, c'est des gens qui se déplacent uniquement pour lui, qui Mhm. sont pas là au quotidien, et c'est un environnement qu'on crée de manière ponctuelle pour préparer un combat. Donc, ça demande un travail énorme de ma part, mais en plus de ça, de réunir toutes ces personnes, qu'elles soient qualifiées, qu'elles soient fortes, qu'elles soient disponibles, qu'elles soient pas blessées, etc., etc. Il y a une facilité incroyable à l'inverse à faire ça aux États-Unis. C'est-à-dire hors camp, Mhm. hors individualisation, on a la possibilité aux États-Unis de le mettre dans une équipe et de le faire énormément progresser et très facilement avec faut le reconnaître aussi, un environnement qui est propice Mhm. à la performance. Tu es loin de chez toi. La seule chose que tu as à faire, c'est te lever le matin, aller à la Immersion salle, totale. rentrer, manger un petit peu, retourner à la salle et rentrer. Quand on a besoin, on fait une récupération avec Nassourdine, il aime bien faire des récupérations à base de massage. Donc on fait le massage. On a la piscine, donc ça permet aussi de faire une récupération avec l'eau, hein, qui fait beaucoup de bien aux articulations notamment. Et donc, Froide ou en termes de température sur ouais, elle est pas super froide, mais tu sais, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, il y a une différence de pression entre l'air et l'eau, et que cette Ouais, différence de pression, elle permettrait aux articulations, aux tendons, aux ligaments d'être comme soulagés. ok. Et de manière, moi, très empirique, Et je c'est sais que moi, actif en plus. C'est pas, t'es actif, t'es en train il de pose pas, bouger. ouais. En plus, on va pas se mentir, t'as le soleil qui fait du bien aussi. Tu vois, c'est un cadre qui est reposant, qui est sympa. Et c'est vrai que de manière très simple, tu peux passer du temps à la piscine dans l'après-midi, euh, aller te faire masser le soir, et finalement, tu as une journée, tu as fait tes 2 entraînements qualitatifs, pas trop longs. Tu es sûr que tu avais des sparring partners de qualité de ton niveau autour de ton poids. Faut pas oublier qu'on Mhm. parle aussi de catégorie de poids. Quand on est autour des 84 kilos, il y a beaucoup moins de gens en France, il y a beaucoup plus de monde aux États-Unis parce que globalement, Ouais. c'est des gabarits qui sont plus élevés. Un mec de 70 kilos, pour moi, aujourd'hui, un mec de 70 kilos, tu vas à l'US Métro, tu as un niveau de malade mental. Tu vois, Oh oui. mercredi, tu as un Saladin Parnasse, tu peux avoir un Taylor Lapillus, qui est pas à 70 kilos, mais qui peut tourner autour de ces Mhm. catégories-là. Tu peux avoir Ayoub qui y est maintenant. un Amin Ayoub, Mhm. Azael. Tu vois, tu as un Morgan niveau Charrière qui est pas très loin aussi, hein, qui dans est dans la Charrière qui est division pas juste en loin dessous et qui est plutôt physique pour la et qui est division, ouais. plutôt physique. Donc autour de ces poids-là, à 70, 77, 66 en France, tu as tellement de monde que je sais Ah même ouais. pas si tu as besoin d'aller aux États-Unis, tu vois. Tu vois, t'as Varela qui est parti Wilson là-bas, Varela, ouais. mais il est parti du sud, tu vois. Et encore, je dis ça, il est parti du sud, mais Ouais, tu vas Axel du côté Sola. de chez Aldric, Ouais, c'est ça. à 70 kilos, il y a du niveau aussi, tu Ouais. vois. Donc, en vrai, il y a des KT, je pense, où il y a un petit peu moins besoin. Et même, tu vas de l'autre côté de la France, t'as Ziam, BSD, donc Ouais, tu t'y c'est retrouves, hein, très vraiment, fort. ouais, ouais. 70, 66 kilos en France, c'est très très fort. Ouais. Je pense que pour 84 kilos, c'est plus dur. C'est plus dur de Ouais, et trouver ça. 93 aussi, il y a Oumar Sy, hein, qui est maintenant, si je dis pas de bêtises, officiellement s'entraîne aux États-Unis. Là, j'ai vu qu'il était parti en Thaïlande. Donc, je sais Ah, en pas du Thaïlande, tout. ok. Hors Ouais, France, on j'ai va vu qu'il dire. était On parti en va dire hors Thaïlande. France. J'ai pas suivi à Ouais, 100%. ouais, ouais. Mais ouais, c'est sûr que, bon, déjà, t'as moins de monde à 84 kilos. Et puis après, Nassourdine, c'est quand même l'élite de l'élite des 84 kilos. Quand t'es top 5 mondial, forcément, par définition, il y a moins de monde. Et donc, forcément, c'est facile. Et puis après, il y avait aussi une volonté. Ça fait longtemps que Nassourdine il voulait partir aux États-Unis. Il voulait Mhm. voir comment c'était. Il voulait s'habituer. Il voulait travailler son anglais. Il voulait se confronter aussi avec, en dehors des combats, avec des sparring, tu vois. Et je pense que, ouais, je pense que c'est un cadre qui est très utile. Et peut-être qu'on renouvellera l'expérience à l'avenir hors camp Hors camp, ouais. pour maintenir, développer un niveau. Et puis ensuite, avec des passages ponctuels, je pense, qui sont nécessaires malgré tout pour orienter, tu vois, des passages Mhm. ponctuels de ma part pour orienter sur le type de travail qui est nécessaire. Il faut être guidé malgré tout. Il faut avoir une vision de head coach qui te guide vers quoi tu dois aller pour performer. Et puis après, avec des camps en France qui sont là pour être beaucoup plus personnalisés par rapport aux adversaires à venir. Ouais, je pense que tu réponds plus ou moins à ma question suivante. C'était un peu si tu voyais ces camps éphémères dans d'autres équipes comme une absolue nécessité, plus comme un petit bonus ou quelque chose entre les deux. J'ai l'impression que ta réponse va plutôt se diriger sur ça dépend pour qui. Genre un combattant français à 70 kilos, bah c'est pas une absolue nécessité. Par contre, effectivement, quelqu'un qui est dans une autre catégorie de poids et un super haut niveau
il va avoir du mal à trouver des sparring partners à son niveau pour se préparer, ça commence à se rapprocher d'une absolue nécessité de bouger ailleurs. Alors, je vais peut-être poser la question d'une autre manière. Je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que pour performer à haut niveau en MMA, il faut être capable de sortir de sa zone de confort. Et avoir dans sa propre équipe la possibilité de systématiquement sortir de sa zone de confort, ça va plutôt dépendre, je dirais, de l'intensité ou de l'inconfortabilité qu'on peut mettre dans un entraînement. À partir d'un moment, sur la longueur, sur 5 ans, ça peut devenir très lassant, même difficile à obtenir. Est-ce que par conséquent, c'est pas une absolue nécessité, même pour des gens aux États-Unis qui ont accès à tout, de devoir de temps en temps aller voir ailleurs pour juste sortir de cette zone de confort par le fait de vivre ailleurs ou parler une autre langue pendant un certain temps? Est-ce que c'est pas un petit détail? Mais comme tu l'as dit plus tôt, c'est vrai que ça, je vais en profiter pour rebondir dessus. Avec Brian, on parle tout le temps de ce que Dominique Cruz avait dit. En MMA, t'as plein de curseurs différents et tu dois essayer de monter les curseurs au maximum pour être le champion parce que ça se joue sur le moindre détail. Et c'est vrai qu'en France, tu parlais de physique, mental et technique et que généralement en France, très très fort techniquement, mais le lien des trois est pas tout le temps au top du top. Donc ici, est-ce que ce petit détail de changer sa manière de sortir de sa zone de confort via un camp à l'étranger est pas quelque chose d'une absolue nécessité, au moins à certains moments ponctuels de sa carrière? Je pense que déjà, si t'en as l'envie, si t'en as Mhm. la curiosité, faut le faire. Parce que ça va t'apporter beaucoup de réponses sur. Tu sais, moi, je recommande souvent aux gens d'aller aux États-Unis pour s'entraîner, pas pour y rester, pour s'entraîner et pour parfois constater à quel point on s'entraîne bien en France, parfois Ouais. constater à quel point finalement on est fort en France, tu vois. Je pense que on pourrait mettre énormément de Français sur ce tatami et ils auraient pas à rougir de leur niveau, tu vois. Mhm. Mais parfois, il faut être dans une salle avec plein de champions pour se rendre compte que t'as pas à rougir des champions et que ce qui sépare le champion de toi, bah c'est pas forcément la technique, c'est un peu le physique, à quel point je peux pousser dans le physique et beaucoup le mental. Mhm. Euh, Moi, je regardais les sparring, j'étais pas choqué techniquement, tu vois, j'ai pas regardé les sparring en me disant, waouh, techniquement c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Non, j'ai vu ce que j'ai toujours vu, ce que je vois tous les jours, j'ai vu la même chose. Simplement, j'ai vu une confiance, j'ai vu un engagement, j'ai vu des systèmes qui sont mis en place qui font que ça fonctionne. Et je pense que finalement, quand tu vas là-bas et que tu spares avec des mecs, le mec qui est champion du Bellator, le mec qui est champion du PFL, etc., bah, ça te permet aussi, toi, de te dire, bah, je suis à ce niveau-là. Parce que Mhm. je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose qui me sépare de ce champion-là, ce champion-là, ce champion-là. Et parfois, la seule chose qui me sépare, c'est ça. Ouais. Tu vois, ou dans ça, à quel point je suis capable de me pousser dans le combat, de me pousser physiquement, de me pousser mentalement. Mais c'est pas à quel point mon jab ou le secret. Mhm. Tu vois, Mhm. moi je connais des combattants, ils sont encore en train de chercher le secret sur YouTube et Instagram de la technique qui va changer. Ouais, Nico, regarde, j'ai vu cette technique, ça va. Ouais, mais pourquoi tu passes pas plus de temps à essayer de comprendre tes techniques à toi et faire en sorte que tes techniques elles marchent plutôt que de regarder la nouvelle technique qui est à la mode et que machin et qu'il faudrait travailler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, donc je pense que dans ce cadre, à partir du moment où tu en ressens le besoin, à partir du moment où tu l'as pas fait, tu sais, c'est un peu comme tout, tu vois, quand tu l'as pas fait, bah tu as besoin de le faire. Et puis finalement, une fois que tu l'as fait, tu te rends compte que tu n'avais pas besoin de le faire. Euh, Ouais, je vois et ce que tu veux dire tu vois, exactement. Ouais, ouais. quand t'as pas le bac, tu te dis il me faut le bac, tu vois, et à tout prix, si j'ai pas le bac, c'est un truc de fou et tout. Et le bac, c'est. Et une fois que t'as le bac, bah tu dis en fait j'ai le bac, quoi. Ça servait pas à grand chose que j'ai le bac, mais bon, je l'ai maintenant. J'y pense plus, tu vois. Le jour où tu le fais, j'y pense plus. Bah, Mhm. les États-Unis, tu penses beaucoup, je pense, avant de l'avoir fait. Une fois que tu l'as fait, t'es content, tu l'as fait, tu sais que c'est cool, t'as pris ton expérience, et après tu peux y retourner parce qu'il y a des bons sparring, parce qu'il y a des bons trucs, mais tu te fais plus une illusion de rêve, tu vois, genre comme si tout est mieux. Non, c'est bien, mais c'est pas Ouais. tout est mieux. On a des trucs très très bien ici aussi, tu vois. En fait, ça rejoint un peu ce manquement peut-être sur le pilier mental, on va dire, parce que si tu pars aux États-Unis, il y a que deux choses qui peuvent se produire. Soit tu te rends compte que tu es très loin du niveau Ouais, techniquement, et ça te permet ouais. de te dire, ok, j'ai tout ça à couvrir avant d'obtenir mes objectifs. Et ça peut être bah déjà ça va montrer si tu as la mentalité du champion. Ça peut être un driver pour toi en disant, ok, j'ai ça à couvrir, maintenant il faut que je me donne à l'entraînement pour que l'année prochaine quand j'y retourne, j'ai plus que ça à couvrir.
ou bien tu y vas, tu te rends compte que tu as le niveau. Et d'un point de vue mental, je pense que les doutes, ça peut jouer beaucoup. Et donc même Mm. si tu es en France, tu t'entraînes, tu as confiance en toi, il y a cet inconnu que vaut le niveau élite international. Tant que t'es pas allé, tu peux pas savoir. Tu peux avoir autant confiance en toi que tu veux. Il y aura toujours un moment en doute. Est-ce que vraiment j'ai raison d'avoir autant confiance? Alors que si tu vas sur place, c'est ah ouais, j'ai raison d'avoir autant confiance. Et ce petit déclic peut faire toute la différence dans la cage. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et, Alors, euh, et après, là, on était dans une salle de MMA, tu hmm, vois. Et après, tu peux aller chercher des expertises. Tu vois, aller chercher une expertise au sol à Austin, chez la B-Team, avec Danaher, avec Gordon Ryan, etc., faire un stage là-bas, je pense que c'est un stage sur lequel tu apprends beaucoup. Aller chercher une expertise en boxe anglaise, faire un stage de 2, 3 semaines dans une grosse équipe de boxe anglaise quelque part, je pense que tu apprends beaucoup. Donc il y a le lieu, il y a l'équipe de MMA, et là c'est presque comme si c'était un stage de MMA qu'il a fait Nas, sur lequel, tu sais quoi, pendant un mois et demi, tu vas faire hmm. beaucoup de MMA, accès lutte, mais beaucoup de MMA. Et on pourrait imaginer un jour, tu vois, un stage plus porté sur le sol vraiment spécifique, ou un stage plus porté sur la boxe anglaise, ou tu vois ce que je veux dire? Selon l'endroit où tu vas aller chercher une autre expertise. Ouais, et selon ta propre analyse de ce dont tu as besoin pour arriver à tes objectifs plus tard dans ta carrière. Comme tu dis, si vous y allez, c'est certainement hors camp à chaque fois. Et selon où il se situe dans la division et les potentiels futurs combats qu'on pourrait lui proposer, il y a peut-être une analyse à faire en disant, ben, l'aspect du MMA dans lequel j'ai le plus besoin de bosser pour me garantir un maximum ma prochaine victoire, c'est le sol, la boxe, même peut-être la condition, la préparation physique. Et en parlant de ça, j'ai vu Nassourdine tourner avec, enfin pas tourner avec, mais se faire entraîner par Freddy Roach. Qu'est-ce qui sort du lot chez une légende comme lui? C'est des détails. Euh, Hmm. Ce que m'a dit Nas, moi j'étais pas là, mais ce que m'a dit Nas, c'est il lui a enseigné des réglages sur, notamment sur Hmm. le crochet du gauche, qui est, il me semble, une des spéciales de Freddy Oui, Roach. bah, Euh, Georges Saint-Pierre contre Bisping, hein. Il avait c'est ça. sorti l'anecdote que son finish sur Bisping sort de là et Freddy Roach entre, c'est le deuxième et troisième round, je pense. Il lui dit, tu vois, il lui dit le crochet que je t'ai appris à l'entraînement, il va passer. Et effectivement, il est passé. Bah voilà. Et a priori, Nas me disait qu'il avait réglé des détails sur ce crochet, sur l'angle, sur la fermeture du crochet, etc., etc. Euh, je pense que de toute façon, le haut niveau, c'est ça, hein, c'est des petits détails, et puis ensuite la répétition de ces petits détails pour arriver à les maîtriser dans l'environnement de combat, quoi. Mhm. Ah, intéressant, c'est la vision que j'avais un peu de ce gars-là. C'est l'expert du détail, Mm. peut-être sur le mouvement, sur le positionnement des pieds. Et ouais, c'est ce qu'on répète à chaque fois, hein. Les meilleurs jabbers en MMA, ils arrêtent pas de jabber à l'entraînement en se disant oh, c'est bon, je sais envoyer un bon jab. Ils continuent à le faire, ce qui permet de le perfectionner. Et soit tu le perfectionnes de manière consciente avec quelqu'un qui te règle les détails, soit c'est la répétition. À un moment, tu as un apprentissage inconscient qui fait que tu l'ajustes de mieux en mieux. Toute dernière question d'ordre peut-être un peu plus business. Quand toi, t'es parti combien de temps là-bas? Une semaine. On va quand même dire que c'est de manière assez prolongée. Comment se gèrent tes athlètes qui restent en France quand toi tu pars de manière, on va dire, 2, 3 jours? J'imagine que ça s'autogère facilement, mais quand c'est au-delà d'une semaine, comment les gars sur place continuent leur programmation d'entraînement? D'autant plus que tu en avais un qui combattait à la RES en plus, donc Ouais, comment ouais, ça ouais. s'est organisé tout ça? Alors, la première des choses, c'est que euh, bah, il y a une structure au Mamoudi Gym dans laquelle, quand je suis pas là, il y a Mamar ou il y a Nourdine qui peuvent prendre le relais sur le cours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je trouve que c'est très très important d'être clair avec tes athlètes. Tu vois, de... Quand je dis d'être clair, c'est-à-dire que chaque athlète, il doit avoir compris l'analyse que tu as de son jeu, vers quoi tu tends, je dirais le game plan systématique, tu vois, le game plan général que tu vas appliquer dans la plupart des combats, avec les réglages que tu fais, mais le game plan général, c'est-à-dire que toi, tu es fort sur ça, tu es fort sur ça, et il faut imposer ça, ça, ça. Ouais. Donc ça, il doit l'avoir compris. Et ensuite, il doit l'avoir compris par rapport au combat qu'il prépare. Donc, par exemple, Wissem, par rapport au combat qu'il prépare, voilà les objectifs qu'on a. Et ensuite, il doit normalement, si le travail il a été bien fait, il doit avoir l'autonomie
de pouvoir rester concentré sur le travail qui est demandé en ton absence. C'est-à-dire que même il y a un cours général, toi tu sais que ta distance de strike, c'est celle-ci, c'est une longue distance, ou c'est une mi-distance, ou c'est une courte distance. Ensuite, est-ce que tu vas lutter ou est-ce que tu vas pas lutter, de manière offensive ou défensive? Et une fois au sol, qu'est-ce que tu vas faire? Donc par exemple, sur Wissem, on était sur de la longue distance, parce qu'on voulait pas être à distance de strike dangereuse, quoi, sur un mec de la boxe taille qui frappe très fort. Et puis ensuite, il fallait rentrer en double leg en rotation, et puis ensuite conserver au sol grâce à des contrôles tête et puis des contrôles de jambes. Donc ça, c'était tout le game plan. Et donc l'idée, c'était que nous, on avait déjà bien travaillé tout ça, mais ensuite, il fallait que lui, il continue à le travailler de son côté. J'avais donné des thèmes à Jorik, qui combat pas ce week-end, mais le week-end prochain. J'avais donné des thèmes à Delphine, qui combat le week-end suivant. Elle savait précisément sur chaque entraînement comment elle devait commencer l'entraînement, comment elle devait faire la moitié d'entraînement, la fin d'entraînement. Elle savait tout ce qu'elle devait travailler. Et donc, après, une fois que tu as fait ça, bah, tu peux créer une forme d'autonomie parce que tu sais, je lisais un tweet d'Elon Musk et j'ai trouvé ça frappant en fait de ressemblance avec ce qu'on fait. Il disait en fait le but, c'est dans une entreprise, c'est de prendre des gens qui sont hyper déterminés, hyper autonomes, donc hyper déterminés, qui ont vraiment envie d'aller au bout du projet, qui sont hyper autonomes, donc qui sont capables de trouver les moyens pour avancer dans leur projet. Et ensuite, faut créer une vision dans le club, une vision de performance par exemple, une vision de progression, une vision d'entraînement. Faut les mettre sur le chemin. Et globalement, quand tu as déjà sélectionné ces gens-là, tout le reste va être très facile. Ouais. Et tu sais, nous, la maladie du coach, parce que le coach, le coach, il a cette sensation qu'il est indispensable. Tu vois, lui, le coach, il veut aider. Parce que finalement, le coach existe quand il aide et quand il améliore les choses et quand il aide quelqu'un. Et donc, parfois, le coach, ce qu'il capte pas, c'est que tu ne peux aider quelqu'un qu'à la hauteur de sa volonté de s'aider lui-même. Et c'est le classique du coach, on l'a tous fait, de mettre beaucoup d'énergie sur quelqu'un qui finalement n'a pas la volonté. Ne me lance pas là-dessus. Ouais. C'est vrai. Hein. Et je pense que c'est une erreur. Et si tu regardes Harvard, encore une fois, si tu regardes Harvard, est-ce que tu deviens intelligent à Harvard ou est-ce que il y a un process de sélection qui est tellement bien fait qu'une fois que tu es là-bas, tu es déjà parmi les plus intelligents du monde et du coup, tu vas sortir, effectivement, tu vas avoir une carrière brillante. Mais tu aurais eu une carrière brillante même si tu n'étais pas passé par Harvard. Il y a juste eu un process de sélection qui était fort. Et ben, je pense qu'au final, quelle que soit la façon dont ce process de sélection se fait, pour un coach, quand il y a d'une façon ou d'une autre, il y a cette sélection qui se fait avec des gens qui sont déterminés et autonomes, bah, en tant que coach et en tant que propriétaire de salle, tu te facilites énormément la vie puisque tu crées un groupe de gens qui sont déterminés, qui sont autonomes et qui vont savoir quoi faire en ton absence. Et ton but, c'est pas d'être indispensable au quotidien. Bien évidemment que si t'es coach et qu'on fait jamais appel à toi, il y a un souci. Mais ton but, c'est d'être capable d'enseigner, de transmettre, et qu'effectivement, il y a des moments clés où on a besoin de toi, et puis il y a des moments où Nassourdine, là, il est en train de travailler en autonomie, de la même façon que Delphine, Jorik et Wissem, ils travaillaient en autonomie pendant que j'étais aux États-Unis. C'est marrant l'analogie, puisque le nombre de fois où, en travaillant dans des startups, j'essayais d'expliquer ça, qu'il vaut mieux passer des heures et des heures à faire le bon recrutement, surtout dans une startup, parce qu'un élément peut tout changer. Ça peut aller dans une super bonne direction et ça peut vraiment foutre ta boîte en faillite si c'est pour un rôle important. Et il y a tellement de patrons de startups qui veulent pas passer de temps dans le recrutement et qui prennent quasi la première personne avec un CV qui correspond à la demande. Il faut un coup de bol. Il faut un coup de bol pour que ça fonctionne derrière. Alors que toutes les entreprises qui mettent un process de recrutement bien serré, bien complexe, pour vraiment se garantir la plus haute probabilité de recruter la bonne personne qui va changer la face de leur entreprise, ça change absolument tout. Et là, c'est exactement pareil parce que plus tu passes de temps dans un process de sélection, comme tu dis, quel qu'il soit, plus tu te garantis une tranquillité d'esprit plus tard quand tu as un rôle avec des personnes, je vais pas dire qui dépendent de toi, mais pour lesquelles il y a une relation directe dans les deux sens, bidirectionnelle. Donc en tant que, comme tu dis, gérant de salle ou head coach,
voilà, si tu as un bon process de sélection sur les personnes avec lesquelles tu bosses, ben, quand tu pars, c'est beaucoup plus facile parce que tu vas pouvoir les rendre autonomes. Exactement, Mm. exactement. Et c'est ce qu'on veut. En vrai, en tant que coach, c'est ce que tu veux. Ouais. Tu veux être capable de donner une direction et ensuite avoir ton athlète qui suit cette direction. Mhm. Bien sûr, parfois, tu as besoin de faire des points, tu as besoin de revenir dessus, tu as besoin de dire, écoute, peut-être qu'on s'est pas compris là-dessus, mettre au clair les choses, mais vraiment, tu vois, je vois avec une athlète comme Delphine, l'autonomie, comment ça facilite les choses, tu vois. Quand on t'envoie le poids sans que tu le demandes, quand on t'envoie, elle monitore tous ces entraînements, elle les monitore sur une plateforme comme Polar, ça s'appelle Morpheus, c'est pas Polar, mais c'est la même Ouais. chose. Et donc, on a les courbes d'entraînement, etc. Et elle m'envoie ça tous les jours. Quand elle fait des sparring le soir et que je suis pas là, je reçois les vidéos des sparring. Et en fait, toute cette automatisation de process, bah, ça rend la vie plus compliquée parce que moi, au quotidien, j'ai pas à penser à ça. J'ai juste à Ouais. analyser ça au lieu de perdre du temps et de l'énergie à demander quelque chose, à courir après, etc. Ouais, à faire 2 fois le travail, à faire du micromanagement, C'est c'est ça. clairement une perte de temps. Et ouais, c'est marrant parce que maintenant je fais le lien, mais quand je faisais du recrutement dans une ancienne startup, j'avais annoncé, moi, ma manière de recruter, c'est regarder d'abord l'attitude et puis les aptitudes. L'attitude est plus importante. Et donc, les 2 points les clés pour mon recrutement, c'était attitude et débrouillardise. En d'autres termes, attitude et autonomie, qui est un mot que tu as beaucoup utilisé, et je pense que c'est absolument clé. Et c'est marrant de voir que pour une salle d'entraînement ou pour un coach, c'est exactement la même chose. Ouais. Beaucoup de similitudes. Eh ben, voilà, je pense qu'on a fait le tour de mes questions. Je pense que c'était personnellement, à titre personnel, c'était super intéressant de pouvoir avoir ce genre de insight sur un camp à l'étranger et surtout quel camp, le Kill Cliff. Il y a vraiment beaucoup de choses que moi j'ai appris au cours de ce podcast. Donc encore une fois, Nicolas, un tout grand merci pour ton temps, ta transparence et ton partage d'informations. Chris, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir aussi parce que j'avais envie de partager sur ce camp. Je savais pas trop comment le faire, tu vois. J'avais pensé à faire des posts Twitter, mais tu manques pas mal d'infos et en plus dès que tu mets par écrit, tu vois, la phrase elle peut vite être mal interprétée, tu vois. Tu Ouais. peux avoir dit quelque chose et qu'on le prenne comme vraiment quelque chose de manichéen, noir ou blanc, alors que je veux apporter beaucoup de nuances dans ma vision de ce qui s'est passé. Et je pense que ce format podcast et discussion, il a permis d'apporter toute la nuance que j'ai constatée là-bas. Donc Ah, merci bah, beaucoup pour le temps et les questions. c'est parfait. De nouveau, un bon timing sur ma proposition du coup de t'accueillir ici. Merci Nico, à très vite. Merci.